Berlin, 13 août 1961. Du mur de Berlin, il faut regarder les photographies de son érection. Placide, 2 soldats s'appliquent à disposer des morceaux de verre sur le mortier encore frais de la dernière rangée de parpaings, tandis qu'à l'arrière-plan s'estompe le cadre muré d'un vitrail d'église. Que regarde ce jeune soldat tandis que son collègue assemble maladroitement une brique à la précédente? Que dit cette femme de dos à son ami, la main sur l'oreille, pour que le vent emporte ses mots jusqu'à elle? Que regarde cette femme au chapeau-cloche, profitant d'une brèche pas encore refermée du nouveau mur? Quelles paroles échangent ces 2 jeunes femmes avec ces 3 garçons, postés au bas du mur? Sont-ils en train de faire un scénario pour faire le mur? Quelle détermination chez le soldat volontaire Hans Conrad Schumann pour rejoindre le secteur français, photographié par un photographe lui-même photographié. On dirait un danseur qui flotte dans l'air, prenant garde de ne pas se blesser en écartant la lanière de son arme. Rejeté par les siens pour avoir déserté lorsqu'il retournera dans son village après la réunification, il met fin à ses jours en 1998. Et pourtant, ce pas de danse, ce petit saut élégant à 50 cm du sol, au-dessus des barbelés, tandis qu'un groupe de Berlinois discute avec indifférence à l'arrière-plan, vont faire de lui une icône de la guerre froide. Le mur, c'est aussi l'agonie. Celle de Peter Fechter, le 17 août 1962, ce jeune maçon de 18 ans, touché par plusieurs balles dont une au bassin, et qui décédera 1 heure après sa tentative, aucun des 2 camps ne lui ayant porté secours, si ce n'est des policiers de Berlin-Ouest qui lui jettent des pansements par-dessus le mur. Protection dérisoire. Au bout d'1 heure, son corps est extrait du no man's land par des militaires est-allemands qui tentent de dissimuler son évacuation dans un brouillard de fumigène. Une stèle en basalte dans la Zimmerstrasse rappelle la mort de Peter Fechter. Pour nous, les 40 000 lapins, c'était un moment de grande liberté. Parfois, sur les terrains de foot, nous courions plus vite que les joueurs derrière le ballon. Parfois, derrière les voitures. Les humains écrivirent plein d'articles pour proposer des méthodes pour se débarrasser de nous. Quelle tristesse, nous étions devenus des nuisibles. Quand ils avaient faim, ils mangèrent certains de nos frères, à la berlinoise, aux pommes de terre et au vin blanc. Les humains commencèrent à nous tirer dessus avec leurs fusils comme ils le faisaient sur leurs frères fugitifs, puis ils finirent par retirer l'herbe sur notre terrain et la recouvrirent de pesticides. Aujourd'hui, il reste certains d'entre nous dans les parcs à Berlin, et nos anciens nous racontent ce temps béni des murs où nous étions heureux et protégés. C'est viscéral. Ça m'a pris toute petite. Je construisais des châteaux de sable, de longs couloirs de grains sur les plages du Nord. Et tout s'écroulait en un rien de temps, pas assez de sable pour retenir les ponts-levis et les chambres, où s'entassaient des petits escargots et quelques écrevisses. Je me suis toujours promis de construire de hauts murs, que les vagues n'atteindraient jamais. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je construis. C'est assez rare une femme maçonne. C'est d'autant plus beau que c'est rare. Je ne savais pas enfiler une aiguille dans un chat, ni recoudre un bouton, ni cuisiner, sans oublier de rajouter du sel. Je laissais toujours brûler les casseroles sur le feu. On n'a jamais pu compter sur moi pour faire du repassage, nettoyer des vitres et le parterre. Je fous plus de poussière sur le sol que sur le chiffon. Ce que j'aime, c'est la truelle et le ciment, cette matière à transformer pour en recouvrir la pierre ou la brique. Pour des murs en pierre de taille liés entre elles, mortier, chaux ou sable. Une équerre, un niveau à bulles, un ciseau, une taloche, une auge. Faire des joints parfaits, lisser, enlever, frotter, relisser le tout. Alors que monter un mur en parpaing, ça s'apprend peu à peu, comme une épreuve à dépasser. J'aimais ça, préparer le coulis de ciment, les bétons projetés appliqués sur une paroi à l'aide d'une lance sous l'impulsion d'un jet d'air comprimé. Oui, j'aimais ça. Les autres ont voulu croire que nous n'avions pas vécu d'amour passionné.
Pas d'amour vif dans des draps chauds, de coton, dans des intérieurs moites. Que leurs amours étaient plus belles, plus fortes et plus puissantes que les nôtres. Nous nous sommes aimés, oui, en faisant des enfants comme les autres, en les élevant, en allant à la bibliothèque, au cinéma. Nous avons ouvert des livres, des boîtes à lettres comme ailleurs, ou à peu près. Le mur nous est tombé dessus. Tout a été oublié, emmuré, caché, goudronné. Effacer les traces. Il fallait créer une nouvelle Allemagne. Me souvenir de ce temps où il y avait du monde dehors, partout, tout le temps. Il y avait des barbecues improvisés dans les cours d'immeubles ou dans les squats, et surtout de l'entraide, des initiatives comme des crèches parentales. Qu'est-ce qui a changé pour moi ? Avant, j'achetais toujours le même produit dans le magasin. Et puis, il y a eu d'autres produits. C'est vrai, nous aurions aimé donner à nos enfants des sucres d'orge, des pommes d'amour, des sucres glacés à tire-larigot, mais nous n'y pensions pas. Quelques années après, je me suis sentie manipulée en tant que consommatrice. On est entré dans la société du jetable, du remplaçable. Ce qu'on voulait, c'était plus de liberté, pas forcément plus de produits. La mondialisation, indubitable et sans merci. Des trouées dans les rues, des cadavres de rue, des avenues, des immeubles tristes à en pleurer, c'est ce que les autres ont vu de nous. Un raz-de-marée s'est déversé dans les rues de Berlin-Ouest. Nous, les aussi, les Berlinois, Berlinoises de l'Est, avons pris d'assaut les banques des Wessis, ceux de l'Ouest, le 9 novembre 1989. Ce fut un week-end de folie, un chaos. Les Berlinois de l'Ouest nous ont accueillis à coups de chocolat et de rire. En 72 heures, c'était fait. On s'aimait. Mais des jours plus tard, des semaines plus tard, étions-nous les mêmes ? Nous étions vus comme les envahisseurs. L'enfant que j'étais se souvient de tout. Nous étions 3 millions en file indienne à défiler avec l'air un peu gauche, nostalgique, je sais pas. Me souvenir Nous de sommes ce tombés. temps où il y avait du monde n'avions Nous pas dehors. faisons des envie enfants de comme mettre les ça. autres. Tout Pas était d'amour oublié, vif dans des draps chauds, emmuré, de coton, caché, en les dans des élevant, intérieurs moites. goudronné. Il y avait des barbecues improvisés dans les Que cours leurs amours d'immeubles étaient plus ou belles, dans en les allant à la squats, plus fortes et bibliothèque, plus au surtout puissantes de que les cinéma. nôtres. l'entraide, Nous avons D'effacer ouvert les des traces. livres, comme des des boîtes à crèches Il lettres fallait comme créer une ailleurs. nouvelle Ou à peu Allemagne. On est entré dans la société du jetable, du remplaçable. Qu'est-ce Ce qui qu'on a voulait, changé c'était pour plus de moi ? liberté, pas forcément plus Ce de fut un produits. week-end de folie, un Avant, chaos. j'achetais Les La toujours le même mondialisation, produit dans le nous ont magasin. accueillis sans à merci. coups de chocolat et de Il y a rire. eu d'autres Des trouées dans produits. les rues, des C'est vrai. cadavres de Nous rue, des étions 3 avenues, millions des en immeubles Allemagne à tristes à en défiler pleurer. avec Nous aurions l'air un aimé peu donner C'est ce que gauche, les autres ont vu de nous. A pris la main de Charlie. Un raz de Il a marée réussi s'est à faire déversé la dans fête les rues tout en haut de d'un des derniers Nous, ponts. les aussi, Combien de les temps a-t-il Berlinois, fallu pour Quelques Berlinoises années de après, je l'Est, me suis sentie avons pris manipulée d'assaut les par banques des consommatrice. Wessis, ceux de l'Ouest. Août 1961. Samedi matin. Julia arrête de faire ses devoirs pour aller tout au bout du jardin. Ce qui l'intéresse, c'est Charlie, son voisin. Ils se regardent et leurs yeux font des étincelles. Julia et Charlie parlent peu. Ils s'embrassent à travers le grillage, mais c'est un secret. Le lendemain matin, un mur a poussé entre leurs deux jardins. Ce mur traverse toute la ville. Charlie se demande si ce mur est infranchissable. Il se dit oui, et il pleure. En fait, on ne comprenait pas grand-chose à ce mur qui traversait toute la ville. Le temps passe. La nuit, Julia imagine qu'elle peut voler au-dessus du mur comme un oiseau et retrouver Charlie. Dans d'autres rêves, elle se voit traverser le mur comme un passe-muraille et le fait ramollir comme un chewing-gum. Dans le monde réel, le mur ne bouge pas d'un pouce, pas d'un iota, droit comme un i. Est-il là pour quelque chose ? On dirait qu'il attend, se dit Charlie. C'est effrayant. Charlie se demande s'il n'a pas inventé ce mur. Il sort toutes les nuits pour vérifier s'il est toujours là. Il pense apercevoir Julia avec ses cheveux blonds américains. Julia ferme les yeux et voit Charlie avec ses bottes grises. Aujourd'hui, le papa de Charlie surveille le mur, comme les 167 000 autres hommes de l'Est. Il a tracé une ligne blanche avec la certitude que cette frontière maintiendra la paix
et empêchera la Troisième Guerre mondiale. Il se dit que le mur vaut 1000 fois mieux qu'une guerre. Le papa de Charlie aime les cadenas, les codes secrets, les serrures, les fermetures automatiques, les chemins de patrouille, les rideaux en fer, les cages à chiens et les bandes de contrôle fraîchement ratissées. Je n'irai voir ni les barrières de séparation de Belfast en Irlande du Nord, ni leurs 25 pieds de haut. Je ne prendrai pas en photo les barbelés qui s'étendent sur 33 kilomètres entre la Turquie et la Bulgarie. Je ne connaîtrai ni les secrets de fabrication du système anti-franchissement du mur de protection anti-migrants sur la rocade portuaire de Calais, ni ne toucherai ce mur en béton lisse de 4 mètres de haut aux abords de l'autoroute A216. Je ne sais pas ce que je ferai avec 2,7 millions d'euros, ce qui représente la somme financée par le Royaume-Uni pour sa construction. Je n'observerai pas en détail le mur qui existe entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan, ne marcherai pas le long des 1700 kilomètres de murs construits entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Je ne me retrouverai pas seul face à la barrière métallique électrifiée sur 500 kilomètres entre le Botswana et le Zimbabwe. Je ne dessinerai ni les 266 kilomètres existants entre l'Égypte et l'Israël, ni même apercevrai les 120 kilomètres entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Je ne dormirai pas au soleil, allongé sur la grande muraille de Chine, ne poserai pas la main sur le fil de fer barbelé entre l'Inde et la Birmanie. Je ne tenterai ni d'escalader le mur anti-escalade séparant les États-Unis du Mexique, ni même observer un garde-frontière nord-coréen pendant sa pause déjeuner. Je ne construirai plus aucun mur de toute ma vie. Après la chute du mur de la honte, il ne sait plus trop qui il est aujourd'hui. Il s'appelle Helmut, ancien garde-frontière. Combien de temps a-t-il fallu pour se souvenir puis oublier que nous étions le même peuple ? Quand le mur est tombé, Julia a pris la main de Charlie et a couru faire la fête tout en haut d'un des derniers pans du Mauer. Charlie emmènera Julia dans les rêves doux et blancs. Lorsque le mur tombe le 9 novembre 1989 et que s'échangent à prix d'or ses débris, c'est un pan d'histoire qui disparaît. La petite comme la grande histoire, car à l'intérieur des frontières, c'est un autre monde qui s'est créé. 40 ans de vie qui ne peut s'effacer à la faveur des décisions politiques. Le mur tombe, mais un autre mur s'installe, celui du mépris et de la déconsidération pour les Allemands de l'Est. C'est Auschwitz, jugé par certains inutile et coûteux. Ce mur-là subsiste 30 ans après, tandis que le mur physique de Berlin est devenu une curiosité touristique. Celui-ci aurait également dû tomber.